Après justement l'interruption de leur partenariat, ou du moins d'interruption de ce qui concerne l'aspect économique et commercial, le transport ferroviaire entre Moscou et Pyongyang s'était donc arrêté suite à la pandémie de coronavirus en 2019. Le temps après que la pandémie ait trouvé son accalmie et que notamment l'Organisation mondiale de la santé, du moins toute la communauté internationale, justifie le fait que la maladie ne cause plus assez de dégâts, Moscou et Pyongyang ont bien repris la liaison ferroviaire de leurs différents transports. Le coup d'envoi a été donc donné samedi 5 novembre 2022. Mais clairement, que se cache-t-il derrière cette reprise de liaison ferroviaire alors que ceci intervient 2 jours après tout simplement que l'on a accusé la Corée du Nord d'avoir fait un don, du moins en termes notamment d'achat des obus nucléaires vis-à-vis de la Russie. La Russie étant considérée donc de travailler avec des États parias ou tout simplement qui sont en marge notamment des droits tels que définis par les Nations Unies. Nous tentons de comprendre le partenariat entre Moscou et Pyongyang derrière la reprise des liaisons ferroviaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de votre avis compte du 7 novembre 2022. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Bonjour à toutes et à tous. Pour parler de cette actualité à l'échelle géopolitique, géostratégique, nous sommes avec Souleymane Hamzat. Il est notre consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité depuis le Cotonou au Bénin. Bonjour. Bonjour, cher frère Talawala. Bonjour à la technique. Bonjour à la direction de Paul Média. Bonjour à la galaxie panafricaine. Bonjour à l'Afrique. Merci, bonjour à vous, bon début de semaine. On espère qu'on pourra avoir dans les minutes qui suivront le patriarche Condopien Claver, le doyen, donc, qui nous avait rassuré de sa présence, lui qui est en liaison donc depuis Yaoundé, ou sinon avoir sa présentielle. Mais sinon, Souleymane Hamzat, il y a en 2019 l'interruption donc des liaisons ferroviaires entre les 19 km qui relient donc la Corée du Nord à Moscou. Celle-ci était donc interrompue pour cause de coronavirus. Aujourd'hui, que la maladie ne cause plus assez de dégâts, ou du moins semble pratiquement en voie de disparition, la reprise de ces transports ferroviaires ou de ces liaisons ferroviaires, en réalité, ne devrait poser de problème à personne, je veux dire. Oui, à mon avis, puisque le coronavirus non seulement a mis en déroute tout le secteur du transport, qu'il soit aérien, terrestre ou maritime. Il vous souvient que une bonne quantité d'avions ont été cloués au sol, les frontières terrestres ont été fermées, de part et d'autre, de peur de contamination. Donc cela se justifie, ou du moins se justifiait. Mais depuis qu'on ne parle du coronavirus, parce que l'actualité est beaucoup plus préoccupée par l'opération spéciale en Ukraine, il était temps que les frontières s'ouvrent d'une part et que le trafic au niveau transfrontalier entre la Russie et la Corée du Nord puisse reprendre. Il n'y a pas que ces deux pays, il y en a plusieurs. C'est même le cas ici en Afrique, et tout particulièrement entre nous, nos voisins. Je pense que les frontières ont été ouvertes depuis un certain temps et que bon, le commerce a pu reprendre, n'est-ce pas, l'activité commerciale a pu reprendre. C'est tout à fait normal, c'est un constat qui est universel du fait de la maladie. Mais nous sommes heureux de constater que le pays a repris les échanges aussi bien commerciaux que dans d'autres secteurs d'activité.
Suleiman Hamzat, j'ai deux questions à vous poser qui vont dans une sorte de dichotomie. La toute première, d'abord, c'est de savoir, vous avez évoqué un aspect heureux, vous êtes heureux quand je vous parlais de vous. J'imagine que la galaxie patriotique panafricaine, elle également avec tous les panafricanistes. D'un autre côté, il y en a ceux qui ne sont pas certainement heureux ou qui ne sont pas du tout heureux de cette reprise de liaison ferroviaire. Venons-en d'abord au premier aspect. Pourquoi afficher donc cette fierté de la reprise des liaisons ferroviaires entre Moscou et Pyongyang? Quelles sont les raisons ou sinon les motivations qui peuvent être cachées derrière? Il est difficile à un pays de vivre en autarcie, n'est-ce pas, de vivre en aparté, de ne pas pouvoir échanger. Dans le cadre de la Corée du Nord, nous savons tous que c'est un pays complètement fermé, qui a peu de relations diplomatiques de part du monde. Et vous notez que sur le plan géopolitique, c'est un pays dont les aspirations sont alignées, n'est-ce pas, à celles de la Fédération de Russie. Donc, par conséquent, ce sont des alliés de vieille date, n'est-ce pas, qui avaient des échanges. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares pays parmi les quelques qu'on peut citer qui avaient des relations vraiment très étroites avec la Corée du Nord. Donc, ma foi, il était, n'est-ce pas, responsable de leur part d'une part, et d'autre part, un peu plus réfléchi, d'ouvrir les frontières afin que, bon, les deux peuples qui, un temps jadis, se fréquentaient, puissent se reprendre de manière assez normale. Je pense que cela est tout à fait normal et inscrit au calendrier des échanges qu'il y a entre ces deux grandes nations. Voilà, donc maintenant, on vient à la question qui fâche certainement. C'est celle qui, malheureusement, ne fait pas la fierté d'une partie du monde, notamment les forces de l'OTAN. Et puis, c'est un pays ou d'autres États, à l'instar des États-Unis, qui ne trouvent pas bon la reprise des liaisons ferroviaires entre Moscou et Pyongyang. Parce que, dit-on, derrière cette liaison qui donne un regard d'un aspect économique ou commercial, nous allons en parler tout à l'heure, il y a une autre chose. Vous avez évoqué le partenariat, ou du moins les idées qui semblent être celles d'un rapprochement entre Pyongyang et Moscou en termes de géopolitique. Quel est le réel problème du côté des puissances de l'OTAN qui ne voudraient pas de Moscou et de Pyongyang unis ensemble ou rapprochés? Je vous dirai trois choses. La première, c'est sur le plan géopolitique. Je venais de vous dire tantôt que la Russie, la Fédération de Russie et la Corée du Nord sont des alliés de vieille date. Gens qui voient, n'est-ce pas, le monde de la même manière. Ils souhaiteraient voir un monde multipolaire dans lequel chaque nation soit libre, n'est-ce pas, des décisions qu'elle peut prendre et éventuellement des partenaires géostratégiques, économiques ou autres avec lesquels elle peut avoir dit. Ça, c'est sur le facteur géopolitique. Maintenant, sur le facteur géoéconomique, ce sont deux nations, n'est-ce pas, qui échangent sur le plan, n'est-ce pas, économique. Il y a des échanges entre les deux nations, encore qu'ils ont une frontière commune de 19 km. Donc, ils devraient normalement pas entretenir des rapports de bon voisinage, ce qui est le cas. Et je pense qu'à ce titre-là, la réouverture de cette frontière-là ne me paraît pas quelque chose d'anodin ou de nouveau. C'est juste une reprise qui s'inscrit dans le cadre des échanges économiques. Enfin, au troisième point, et là je réponds à votre question directement, c'est aller voir ceux qui s'y opposent, à savoir les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, n'est-ce pas, qui soupçonnent, n'est-ce pas, la Corée du Nord de fournir des obus à la Fédération de Russie, mais pour qui connaît la grande Russie du grand, n'est-ce pas, Vladimir Poutine, il est à noter que c'est une puissance militaire qui, ma foi, franchement, il faut le dire, ne manquerait pas d'obus quand même. Je pense qu'il y a des usines à foison à travers toute la Fédération de Russie, et les meilleurs d'ailleurs en matière d'armement. Je pense que c'est une insulte
c'est une insulte à la Fédération de Russie de penser qu'elle ira du côté de la Corée du Nord pour aller demander des aides. Mieux, vous verrez qu'il y a 2 semaines de cela, le vice-président de la Fédération de Russie avait fait le tour des usines de fabrication d'armements. Au moment où le média Mistream, n'est-ce pas, nous faisait croire que la Fédération de Russie était en manque d'obus, en manque de chars, en manque de matériel militaire. Il a été prouvé à mon opposition, image à l'appui, que non seulement il y avait un stock impressionnant de matériel militaire, mais qu'au jour le jour, les usines fonctionnaient mais H24. Donc, et au troisième point, enfin, vous dire que la Corée du Nord avait fait lui-même le souhait, de rentrer dans l'opération sociale et d'aller combattre, d'envoyer du côté de la Russie pour aller combattre ce qu'ils vont appeler les forces du diable. Donc, c'est vous dire quoi, que sur le plan militaire, il y a beaucoup qui sont en synergie totale. Ils ont beaucoup de points de convergence. Et ces 2 États-là, ne pas, sont des États qui possèdent, n'est-ce pas, la bombe nucléaire. Et j'en finirai enfin pour vous relater, n'est-ce pas, les relations particulières qui lient les 2 dirigeants, qui sont des relations vraiment très soudées, qui sont même des relations historiques, qui datent depuis les anciens jusqu'à ce jour. Les anciens dirigeants, bien sûr, de la Fédération de Russie, jusqu'à ce jour. Voilà les 3 analyses que je fais, aussi bien ceux qui sont d'accord et de ceux qui ne le sont pas. 2 aspects, donc, sur l'analyse que vous avez eu à évoquer, 2 aspects nous intéressent et clairement, il y a cet aspect économique et commercial qui date de très longtemps, du moins ces 2 pays qui partagent 19 km de frontières. Nous allons revenir sur le gros aspect qui est celui notamment de l'opération militaire. Sur l'aspect commercial et économique, selon bien sûr certaines sources, la Russie voudrait importer notamment des vêtements et des chaussures de la Corée du Nord, certainement intéressé par la qualité des produits, ou bien tout simplement ça pourrait être une résultante du partenariat entre Moscou et Pyongyang afin de permettre notamment aux produits nord-coréens de trouver notamment clients sur le marché économique, sachant que Pyongyang est aujourd'hui sous embargo et certainement pas facile pour le pays de développer une certaine économie. Bon, vous savez, les embargos ne sont que ceux qui les votent. Les embargos, nous, on en a beaucoup ici dans la région, on sait ce qu'ils valent, les embargos qui sont pris, les sanctions et autres là. Souvent même ceux qui prennent ce genre de sanctions d'embargo sont les premiers qui en tombent sur le coup. Maintenant, pour ce qui est de la Corée du Nord, sachez quand même que c'est un pays qui est complètement renfermé sur lui, je vous l'avais dit, mais qui a une industrie aussi bien textile et autres qui lui est propre. Vous voyez, c'est des gens qui sont fiers, contrairement à toutes les images qui nous font montrer par les télévisions, vous vous rendrez compte que la Corée du Nord est un pays vraiment développé, avec des infrastructures ultra modernes, n'est-ce pas? Il suffit de prendre des images, un peu plus disciplinées, que d'autres traitent de dictature, de dictateurs, pardon, que d'autres traitent, n'est-ce pas, de peuples misérables, mais qui en réalité a à sa tête un dirigeant qui tient de manière ferme, selon l'idéologie qui s'est donnée. Mais le problème, ce qui est évoqué ici, c'est que la Russie aimerait bien acheter, n'est-ce pas, des tenues à la Corée du Nord. Et je pense que cela s'inscrit d'ailleurs dans le sens du libre choix des partenaires commerciaux qu'on peut se faire. Je pense qu'il y a une leçon là à tirer et je ne trouve aucun inconvénient à ce que la Russie ou la Corée du Nord aille acheter d'autres pas dans le cadre d'échanges commerciaux. Si les tenues
nord-coréennes bonnes et de bonne qualité, ben, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas d'échange. Mais je pense que cela va un peu plus loin que ça. Le partenariat stratégique qu'il y a entre la Corée du Nord et la Russie vont bien au-delà des tenues ou des chaussures et autres. Mais allez comprendre aussi que la Fédération de Russie n'est pas un désert de compétences. Ils ont des usines qui fabriquent du matériel de haut rang, de bonne qualité d'ailleurs. Mais Suleiman Hamzat, permettez, avant que vous ne continuiez, je voudrais vous relancer, puisque vous dites justement que la société russe, il y a matière à fabriquer. Certaines choses se font comprendre que la Russie ne dispose d'aucune industrie de textile. C'est la raison pour laquelle peut-être Pyongyang, dans les rapports qu'il a dit ensemble, serait vu comme le meilleur partenaire en termes d'approvisionnement. Cela vous permet de mieux développer un peu ce que vous vouliez annoncer tout à l'heure. Vous envoyez ça, c'est de la propagande industrielle. Avez-vous déjà vu une puissance aussi haute comme la Russie qui ne puisse bénéficier d'une industrie textile? Bon, c'est une vue de l'esprit. Ceux qui vous vendent, voilà les feuilles de choux dont nous parlons là. C'est ces gens-là qui vous vendent n'importe quoi, qui écrivent des inepties. Comment on peut comprendre qu'un grand pays comme la Fédération de Russie puisse manquer de textile? D'abord, prenons le béaba de l'espoir du commerce. La demande, n'est-ce pas, la commande est souvent liée à la demande. Imaginez-vous que la Fédération de Russie a une armée de 1 300 000 n'est-ce pas, soldats, à peu près, hein, si les chiffres sont bons. Qui va habiller ces gens-là? Vous pensez que la Fédération de Russie prendrait des centaines de millions de roubles pour aller faire plaisir à un autre pays d'Europe, peut-être qu'il a du bon matériel? Ils ont bien les moyens d'avoir des industries textiles. Et d'ailleurs, je me souviens sous la révolution béninoise, de la République du Bénin recevait des treillis, n'est-ce pas? Et je peux dire la paix béninoise, recevait des treillis de très bonne qualité venant de la Fédération de Russie. D'ailleurs, les meilleurs d'ailleurs qui sont restés aujourd'hui, si vous regardez le pactage, qui sont restés aujourd'hui dans nos rangs jusqu'à ce jour. Contrairement à tout ce qui est acheté aujourd'hui et qui se déchire d'ici au bout de quelques années. Donc c'est une insulte à la Fédération de Russie de penser qu'elle n'a pas une industrie textile. Encore, faut-il aller voir au niveau du climat que certains pays dont le climat est extrêmement glacial. Comment on peut vivre dans un état aussi glacial avec un manque d'industrie textile? C'est une insulte. Voilà, merci. On comprend clairement qu'il s'agit notamment d'une propagande mensongère, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce qu'il était très important de pouvoir évoquer cet aspect qui visera certainement à ternir l'image de la Russie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une question en même temps de vue d'esprit. Tout ne peut pas être que sur un plan presque commercial. Il y a une question géostratégique que de pouvoir commercer sur le plan notamment des chaussures ainsi que notamment des vêtements. On voudrait comprendre avec vous, Suleiman Hamzat, clairement, qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière cette reprise de liaison ferroviaire qui a été évoquée, peut-être pour relancer l'économie ou un aspect commercial, derrière donc le partenariat entre Moscou et Pyongyang? Vous comprendrez par le temps qui court, selon la coopération sociale, que la Russie fait face à des sanctions inédites, n'est-ce pas? Des sanctions d'ailleurs qu'elle traverse avec beaucoup de brio. Mais cela aussi est lié au fait du partenariat multiple que les Russes font, n'est-ce pas? Vous voyez, depuis de l'autre côté, en dehors même de la Corée du Nord, vous avez l'Inde qui échange, qui achète toujours du gaz, du pétrole et beaucoup d'autres choses à la Russie. Qu'ils vous souviennent, j'étais à Paris il y a de cela une dizaine d'années où les Français se vantaient d'avoir de meilleurs vins au monde. Cela a été démenti par la Fédération de Russie, qui d'ailleurs produit du vin de très bonne qualité. Ouais. Donc, c'est vous dire que
la propagande, elle est de guerre. C'est une guerre. La propagande, c'est un art, n'est-ce pas? Surtout quand on se retrouve en position de faiblesse, il est très facile de pouvoir dénigrer les autres et de leur faire porter un chapeau qui n'est pas le leur. En deuxième position, mais le partenariat stratégique aujourd'hui entre la Corée du Nord et la Fédération de Russie peut aussi s'inscrire dans le cadre des échanges énergie. Mais n'oubliez pas qu'entre-temps, il y a un rapport de la CIA qui faisait croire que dans le cadre des lance-missiles, n'est-ce pas, la Corée du Nord était la seule à pouvoir fabriquer, ils vont appeler ça, j'oublie un peu le nom, mais c'est un type machine qui permettait les lancers de fusées, les lancers de missiles de haute portée. Et que la Russie était en difficulté et se retournait du côté de la Corée du Nord, et etc. etc. J'estime que quand on a une puissance militaire, c'est pas ce genre d'industrie qui puisse vous manquer. Vous voyez, donc c'est toujours dans le cadre de la propagande que nous y sommes. Et permettez-moi de revenir sur l'ancienne question. Écoutez, moi, j'ai bien dans ma garde-robe des costumes russes qui sont cousus, mais avec brio. Et qui portent d'ailleurs la marque d'Alexander Terekov. Vous voyez, donc il y a beaucoup de marques russes qui sont des, vous avez Valentine Yudaskin, par exemple, qui sont des grandes marques russes, qui sont cousues en Russie, utilisées certainement par le textile, le coton qui vient d'ailleurs, parce que moi, mon pays, et le Burkina, le Mali, sont grands producteurs de coton. Ils sont certainement vendus à ces pays-là aussi. Mais quand le coton leur est vendu, ils ont bien des industries textiles pour remettre tout ça au propre, afin d'avoir des tissus de qualité selon les gammes. Donc, c'est toujours de la propagande à laquelle il ne faudrait pas qu'on se fie. C'est une manière de pouvoir abaisser. Et quand je vous rappelle du point de vue de l'armement, les États-Unis disaient que la Russie, surtout la France, qui est spécialiste dans, n'est-ce pas, ce genre de comment je vais qualifier ça, de propagande malpropre, hein, n'est-ce pas, on pensait que la Russie a des difficultés, voilà, elle n'a plus d'armement, elle n'arrive plus à approvisionner cette troupe au fond. Vous vous souvenez bien que le président de la Fédération de Russie est monté au créneau pour leur dire que rien n'a encore commencé, et que c'est maintenant qu'ils verront les bonnes choses. Vous voyez depuis certainement ce qui se passe. Vous avez évoqué là, tout à l'heure la question énergétique, Souleymane Hamzat. On sait clairement que la Russie est l'un des pays au monde qui dispose d'un désert, on va dire, glacial, et qui s'étend sur beaucoup plus de kilomètres et qui entend davantage créer une certaine ressource énergétique au moment où nous sommes dans une situation où pratiquement ça a vacillé. On a justement le sabotage des gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, la Corée du Nord qui est aujourd'hui une puissance qui fait craindre d'autres pays asiatiques à l'instar de Séoul et de Tokyo, donc la Corée du Sud et le Japon qui sont en train de se rapprocher. Est-ce que et derrière notamment ce que l'on nous présente aujourd'hui, il faut le dire de façon officielle dans ces liaisons ferroviaires qui ne sont autres que des aspects commerciaux et économiques, y a-t-il pas une autre grande chose qui sous-tendrait justement les rapports entre la Russie et la Corée du Nord et qui ferait justement peur aux puissances de l'OTAN ainsi que d'autres puissances qui sont nos partenaires? Le fait d'être une grande puissance ne fait pas de vous un État qui devrait vivre en aparté. Si aujourd'hui la Fédération de Russie est accusée à tort, à cri d'acheter des drones à l'Iran, c'est de son droit absolu de le faire. Mais pourquoi l'Ukraine va-t-il chercher des canons César en France? Alors, si la Corée du Nord peut, dans le cadre de leur politique alliée, venir en aide militairement, socialement, humainement ou pour un but humanitaire à la Fédération de Russie,
pour venir en appui logistique ou matériel aux soldats russes, pourquoi pas? Pourquoi reprocher aux autres comme vous faites ailleurs? Je pense que le dilemme est à ce niveau-là. Et il faille quand même à ceux qui sont des donneurs de leçons réfléchir avant de venir faire des communiqués ou des inepties de ce genre. La Fédération de Russie, aussi bien que la Corée du Nord, sont deux États indépendants, libres d'échanger avec qui ils veulent, de choisir les partenaires stratégiques et économiques qu'ils veulent. Et en tout cas, vous ne comparez pas la Corée du Nord à nos États africains. Ils sont toujours là dans le bureau. C'est des gens qui ont une ligne directionnelle claire, qui savent pourquoi ils sont là, quelle est l'idéologie sur laquelle ils s'appuient, comment gérer leur économie, et qui continuent de faire ce qu'il faut pour que le monde soit tranquille. Et j'en finirai en vous disant que la Corée du Nord reste un exploit en matière de développement personnel. Souvenez-vous, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, que c'est un État qui est renfermé sur lui-même, qui a peu de relations diplomatiques avec le monde occidental en particulier, n'est-ce pas, et qui, du point de vue de son développement, s'est fait lui-même. C'est un État qui s'est auto-construit. Vous allez en Corée du Nord, certes, la vie n'est pas comme chez nous, il n'y a pas de Facebook là-bas, il n'y a pas que nous connaissons là, qui est lié à ce qu'on appelle le monde libre. Mais les Nord-Coréens ne se plaignent pas de leur vie. Ils ne se plaignent pas, ils sont bien. C'est le même cas en Érythrée d'ailleurs, où j'y étais. En Érythrée, vous n'avez ni de Facebook, ni de WhatsApp, et machin, et les Érythréens ne s'en plaignent pas du tout. C'est une ligne directionnelle, c'est un choix politique, un choix géostratégique et économique de chaque leader, n'est-ce pas, qui gouverne ce monde. Et par rapport à ça, ils se font des alliés qui comprennent leur politique, qui peuvent aller avec eux dans le sens de leurs aspirations, et c'est ce qui pousse parfois à avoir des relations assez particulières, comme c'est le cas entre la Corée du Nord et la Fédération de Russie. Il n'y a rien à le reprocher. Venons au niveau de ce que vous avez évoqué, parlant notamment de l'opération spéciale. Il y a que, en fin de semaine dernière, les pays du G7 de l'OTAN, avec notamment deux États africains qui étaient présents, le Ghana et notamment le Kenya, représentés par leur secrétaire d'État, du moins qui officie comme des ministres des Affaires étrangères, ont davantage souligné, soutenir notamment l'Ukraine avec en termes d'armement et autres, mettant par là encore la Russie sur le banc des accusés, mais surtout de ce qu'il pourrait appeler une sorte de relation incestueuse entre cette Russie avec la Corée du Nord, subodorant le fait que la Russie, lorsqu'on avait mis la Corée du Nord dans l'embargo, cette Russie avait voté pour. Aujourd'hui, donc, la Russie travaille avec des États, ou du moins un État paria, le cas notamment de la Corée du Nord, et que cette Corée du Nord travaille militairement pour davantage enfoncer le clou du côté de l'Ukraine. Seulement, Namzat, permettez-nous un peu de comprendre, ainsi que nos téléspectateurs et auditeurs, sur cette question qui pourrait certainement prêter une certaine confusion dans la position russe de ce que voudrait le reste du monde. Non, il n'y a aucune ambiguïté à avoir dans ce niveau-là. Vous savez, quand vous êtes en guerre, vous avez sûrement des partenaires. Vous avez sûrement des partenaires et même des alliés qui vous souviennent quand le Nord, pour revenir au continent africain, quand le Nord du Mali était fortement attaqué, mais les Maliens ont fait comprendre à un moment donné à leurs voisins algériens la nécessité, n'est-ce pas, de fermer l'espace aérien algérien aux Français. Et vous voyez, depuis que cela s'est fait, le silence est revenu du côté du nord du Mali. Donc, c'est une question de partenariat stratégique, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, de gagner les opérations dans lesquelles vous lancez. D'ailleurs, vous voyez bien que du côté, n'est-ce pas, de ceux qui sont des puissances fantomatiques, que les États-Unis, à elle seule, n'a jamais gagné une guerre. Elle est toujours allée avec des alliés.
Ils sont toujours ensemble, hein. Ne vous leurrez pas. Il ne faut pas qu'on ait une autre lecture, n'est-ce pas, des conflits. La lecture que nous avons des conflits en général est liée, n'est-ce pas, au partenariat militaire et à la collaboration entre certains États qui ont les mêmes visions du monde. Les États-Unis sont bien alliés à l'OTAN dans le cadre de l'opération spéciale. Sinon, l'Ukraine serait tombée depuis. Qui sont ceux qui envoient des armes là-bas? C'est bien l'OTAN, c'est bien les États-Unis, c'est bien la France, c'est bien la Grande-Bretagne. Alors, pourquoi refuser que la Corée du Nord, par exemple, ou bien l'Inde, ou les pays des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, Chine, Afrique du Sud et autres, puissent envoyer aussi du matériel pour dire, bon, voilà, on a notre allié qui est attaqué, ben nous lui venons en aide. Pourquoi refuser aux autres ce que vous faites ailleurs? C'est là la question. Et il faut vraiment avoir une analyse, n'est-ce pas, méthodique et scientifique, géomilitaire, pour comprendre que les guerres sont liées aussi au partenariat que vous fixez en cas d'attaque. Vous avez évoqué les BRICS tout à l'heure, puisque c'est une question de rapport de force entre les BRICS d'une part et puis l'OTAN d'autre part. Dans ce sommet, ou du moins dans cette réunion du G7, c'est donc tenu le 4 novembre dernier, donc vendredi, en fin de semaine. Il y a la question de la Chine qui est revenue au milieu de cette affaire ukrainienne entre la Russie et l'Ukraine. Le G7 se méfie notamment de la position de la Chine pour ne pas peut-être lui infliger des sanctions, comme ce fut le cas avec la Russie, pour le simple fait que ce G7 voudrait profiter d'une part de la position chinoise pour tenter de lui permettre d'extrader notamment du pétrole ainsi que du gaz afin de pouvoir alimenter les pays de l'OTAN qui se retrouvent en manque aujourd'hui et qui vivent pratiquement un désert. Est-ce que la position de la Chine qui fait partie des BRICS pourrait déranger pratiquement ce climat qui est conflictogène entre l'OTAN ou sinon le G7 avec le BRICS, la Russie étant justement au devant? Il faut aller déjà comprendre c'est quoi la Chine. La Chine est un État progressiste et encore communiste, si on peut le dire. Donc allié de la Fédération de Russie, aussi bien que de la Corée du Nord. Et ironie du sort, vous voyez que ceux qui ont implémenté et imposé les sanctions, n'est-ce pas, à la Fédération de Russie, sont obligés aujourd'hui de recourir vers la Chine pour aller chercher des hydrocarbures. Mais laquelle Chine vient de signer un partenariat et un accord n'est-ce pas, disons un accord dans le sens de la production des hydrocarbures, un accord monstre sur 40 ans, n'est-ce pas, avec la Fédération de Russie, pour vendre du gaz. Et je vous donne un deuxième exemple. L'Arabie Saoudite qui demande d'ailleurs son adhésion au BRICS depuis un certain temps. Le prince allemand l'a dit, tout beau et clair. Et allez voir, allez constater que c'est le même phénomène aussi du côté de l'OPEP, où les États-Unis demandent qu'on ouvre un peu les vannes, qu'il y ait un peu plus de pétrole, ce que les Saoudiens ne refusent pas directement, et qui disent, nous ouvrons ça, mais il va falloir augmenter les prix, pendant que l'Europe demande à ce qu'il y ait un plafonnement des prix. Et vous voyez combien ceux qui, comme je vous l'ai dit, sont faciles au stylo à signer des sanctions, il y en a un qui est allé du côté de la Chine le week-end dernier, et je vais citer l'Allemagne. Le chancelier était en Chine. Vous parlez de quoi? Hydrocarbures. Mais c'est une manière déguisée d'acheter pour nous le même gaz qui est revendu à la Chine, qui est vendu à la Chine par la Russie, et revendu et réexporté vers l'Europe. Donc c'est une hypocrisie politicienne, n'est-ce pas, au sens économique, qui ne dit pas son nom. Ils sont dans un tourbillon, je vous dis. Et l'hiver qui s'annonce là, je vous le dis, ça va être un hiver glacial à tout point de vue. Donc ils ont intérêt à courir dans tous les sens pour trouver des moyens d'approvisionnement. Mais malheureusement, parmi les alliés, il n'y en a pas un qui
du gaz de qualité de celui de la Fédération de Russie. Le gaz qui vient des États-Unis, c'est du gaz de schiste, qui est très polluant, n'est-ce pas, et dont d'ailleurs les infrastructures de raffinage n'existent pas en Europe. Donc, vous voyez, ils se sont tirés une balle dans les pieds. Et comprenez enfin que aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, les BRICS, ils tiennent debout du fait des erreurs commises par l'OTAN et par les États-Unis. Les États-Unis qui pensaient vendre facilement leur gaz de schiste, mais qui se retrouvent aujourd'hui en pleine difficulté. L'Europe qui ne peut plus relancer dans l'immédiat ses centrales nucléaires, et sachant que il faut du temps, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut des infrastructures, et d'autre part, l'obligation pour eux de courir vers l'Afrique, ça a été un échec parce que les Africains n'ont pas cette maniabilité d'avoir des quantités effroyables, pas que nos sous-sols regorgent de cette quantité-là, avoir des quantités effroyables de production de gaz et de carburant, ben, ils sont obligés de retourner vers la Chine. Et je vous annonce d'ailleurs, j'ai lu hier sur un journal dont je ne fais pas ici la publicité, qu'il y a au moins 6000 entreprises là qui ont fermé les portes en France du fait du manque d'énergie. Et en Allemagne, c'est même pas la peine, on ne peut pas les dénombrer. D'ailleurs, ce qui crée une scission dans le cadre de la politique énergétique entre la France et l'Allemagne. Pour sortir, Souleymane Hamzat, puisque nous évoquons les BRICS qui sont opposés à l'OTAN et au G7, est-ce que le possible rapprochement, du moins, des relations de longue date entre Moscou et Pyongyang, avec forcément d'autres partenariats qui vont se refaire? Il y a d'ailleurs un téléspectateur qui a envoyé à son message un commentaire demandant qu'il y ait un renforcement justement de partenariat entre Moscou et Pyongyang. Pourrait-on s'attendre, Souleymane Hamzat, à ce qu'un pays comme la Corée du Nord puisse justement rejoindre ou faire son entrée du côté des BRICS pour rendre le bloc encore beaucoup plus solide? Ah ben écoutez, ce serait avec souhait. On sait que ce sont des batailles, n'est-ce pas, vétérés, des batailles coordonnées. Le monde, n'est-ce pas, auquel aspirent des pays comme la Fédération de Russie, disons les BRICS en général, et de plus en plus d'autres qui étaient des alliés hier des États-Unis comme l'Arabie Saoudite et autres. Écoutez, il est tout à fait normal et compréhensible que oui, non seulement que ce monde-là s'élargisse et que le partenariat, aussi bien au plan politique et militaire, économique et géostratégique, se renforce. Je ne trouve aucune objection à cela. Je pense que c'est de bonne guerre et cela va de mieux en mieux conforter et renforcer la création d'un monde multipolaire. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir été des nôtres sur lundi en début de semaine pour que nous puissions jeter un regard sur l'actualité géopolitique entre la Russie et la Corée du Nord sur la reprise des liaisons ferroviaires coupées en 2019 sur fond de coronavirus et puis repris donc samedi 5 novembre 2022. Je vous souhaite de passer une excellente journée du côté du Cotonou, Souleymane Hamzat. Merci à vous, cher frère Florent, des thématiques toujours pointues. Merci à la direction de Forum Média, à son PDG en particulier, à tous les journalistes, n'est-ce pas, aussi bien hommes que femmes, croyantes, qui, n'est-ce pas, apportent cette part de vérité à la jeunesse patriotique panafricaine. Merci aux techniciens qui, malgré les difficultés que nous connaissons, n'est-ce pas, sur le plan de la communication, je veux parler de la fibre optique, les connexions et autres, arrivent quand même à nous faire entendre tous les 4 points du groupe. Merci à la galaxie patriotique panafricaine. Très agréable début de semaine. Que les bénédictions. Bonne journée à vous du côté de Cotonou, des villes Parakou, Abomey, Porto Novo, ceux-là qui nous regardent, une forte communauté donc du Bénin connectée sur les différents canaux de diffusion de For You Media Africa. Mesdames, Messieurs,
Au plaisir de vous retrouver de façon exceptionnelle ce lundi pour le compte de l'Info à chaud qui très prochainement sera assuré par notre confrère Nguéné pour la suite. Merci de rester en compagnie des programmes de For You Media Africa. On remue l'actu, vous retrouvera donc dans une quinzaine de minutes. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.